On continue ici avec des propriétés que vous connaissez dans la proposition 4 de 4, des propriétés que vous connaissez déjà pour les fonctions paires, impaires ou périodiques et bien sûr continues. Ce sont des propriétés qui concernent les intégrales. Donc là, vous voyez donc cette proposition 4 de donc c'est 4 de 4, voilà, des propriétés pour les intégrales de fonctions paires, impaires ou périodiques. Si la fonction est continue, et encore, si elle est paire, continue et paire, vous aurez que l'intégrale de a à b de f est toujours égale à l'intégrale de, en fait, moins b jusqu'à moins a de f. En fait, juste, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à retenir par cœur ces propriétés, il suffit juste de les mémoriser à l'aide d'un graphe, c'est-à-dire dessiner le graphe d'une fonction, disons, paire. Donc, je vais essayer de dessiner paire, voilà. Et là, donc la surface de A à B, ça sera la même, c'est la même surface que je dessine ici. Donc, c'est la même surface opposée, c'est par parité. En fait, mais cette surface-là, c'est de moins B à moins A. Donc, la surface de A à B, c'est la même que de moins B à moins A. Voilà. Donc, aussi, si vous voyez, donc on aura, donc pour les fonctions impaires, donc pour les fonctions impaires, on aura, en fait, ces résultats concernant l'intégrale, elles peuvent être vraiment, même pour les fonctions continues par morceaux, hein, pour les fonctions paires ou impaires et continues par morceaux. Mais les preuves qu'on fait ici à l'aide des primitives ne sont vraies que lorsque la fonction est continue, vous voyez. Donc, mais on le comprend au sens de surface, même au sens de surface, elle reste vraie. C'est-à-dire, je les vois comme étant des limites d'intégrale de fonctions en escalier qui approchent ces deux bouts de morceaux d'une fonction paire et continue par morceau. Et là, les deux surfaces seront égales. Donc, les deux intégrales seront égales aussi. Donc, mais ici, les preuves, on les donne à l'aide des primitives. Donc, finalement, c'est pour ça ici, on dit si f est continu. Hein, c'est pour donner des preuves en utilisant les primitives. Mais sinon, vous pouvez les garder même. Donc, ces propriétés-là, c'est-à-dire, elles sont vraies même dans le cas continu par morceau, lorsqu'il y a parité. Hein. Parce que finalement, la symétrie, elle ne dépend pas de la continuité s'il y a symétrie dans les surfaces. Donc, l'égalité des surfaces sera évidente. Donc évidente, même par passage à la limite dans des intégrales de fonctions en escalier. Très bien. Donc, en fait, on a aussi que, en particulier, si vous remplacez ici a par 0 ou b par 0, c'est la même chose, et vous aurez que l'intégrale de a 0 de f, c'est la même que l'intégrale 0 à moins a. Donc voilà, 0 à moins a de f. Donc finalement, vous aurez que, donc si vous faites le contraire, donc vous aurez que l'intégrale de 0 à a, donc l'intégrale de 0 à a, c'est la même que l'intégrale de moins a à 0, c'est la même chose. Et finalement, si vous faites l'intégrale de moins a à a de f, vous aurez donc que c'est l'intégrale de moins a à 0 de f si vous intercalez avec l'intégrale de 0 à a de f, mais finalement, vous aurez que ça sera deux fois, donc ça c'est moins celui-là. Donc voilà, donc ça sera de 0 à a. Donc voilà, et vous aurez que c'est deux fois l'intégrale de 0 à a de f. Ça c'est pour les fonctions paires. Donc finalement les fonctions paires, donc si vous faites de moins a à, ça sera deux fois la surface. Donc deux fois la surface. Donc voilà, très bien. Donc l'intégrale de a à 0, c'est la même que l'intégrale, donc l'intégrale de moins a à 0, c'est la même que l'intégrale de 0 à a. Voilà. Donc pour les fonctions impaires, ici, pour l'épreuve, en fait, vous avez les calculs à l'aide des primitives devant vous, c'est-à-dire vous intercalez des points, vous faites grand F une primitive de petit f, donc ici, juste j'explique les propriétés. Mais sinon, pour l'épreuve, le calcul est détaillé, vous pouvez les regarder. Donc les preuves sont détaillées avec grand F une primitive de petit f et vous faites tous les calculs que vous voulez. Mais sinon, juste, j'explique un peu. Donc pour les fonctions impaires, de la même façon, donc vous aurez pour une fonction impaire, donc si je dessine, et là vous dégagez toutes les propriétés possibles, par exemple comme ça, fonction impaire, et là vous aurez pour les surfaces, c'est-à-dire si vous avez de A à B, une surface de A à B, et là la surface symétrique, donc ici moins A, donc et la surface symétrique sera de cette façon-là. Donc voilà, il y aura ici la surface symétrique. Et là vous aurez quoi? Vous aurez donc la surface donc, de moins B à moins A,
Donc de moins B à moins A. Donc ici, la surface de A à B, en fait, celle-là est positive, celle-là est négative, comme on le regarde dans cet exemple. Donc la surface de A à B, c'est la même que la surface de moins A à moins B. Et là, en allant de moins A vers moins B, on corrige le signe moins qui existe entre les deux. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Donc la surface de A à B, ça ne sera pas la surface de moins B à moins A, parce que ça sera en signe moins. Mais en allant de moins A à moins B, on inverse. Et là, on a la surface de A à B de F, c'est la même la surface de moins A à moins B de F. Donc, parce que de moins A à moins B, c'est le double signe moins qui va corriger le signe moins qui va apparaître avec cette surface. Très bien. Donc, et celui-là, quel que soit A et B dans l'intervalle en question. Bien sûr, comme j'ai dit, ça c'est vrai même pour des fonctions continues par morceau, mais ici, on l'a dit continu, c'est pour le prouver à l'aide de primitives. Donc voilà, et puis, en relation avec 0, vous allez voir que l'intégrale de A à 0 ou de moins A à 0 de f, c'est la même que l'intégrale de a à 0. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à a, c'est la même que l'intégrale de moins a à 0. Donc c'est la même que l'intégrale de a à 0 de f, si tu remplaces b par 0. Donc finalement, l'intégrale de moins a à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à a. Donc voilà. Et là, vous aurez que, donc si je l'écris entre moins a et a, et là, ça va être 0. Déjà, vous le voyez, donc ça se compense, ça va être 0 de moins a. Très bien. Pour les fonctions périodiques aussi, donc je dessine un peu donc, des fonctions périodiques. Donc si je fais comme ça, non, c'est pas très périodique. Je voudrais dessiner les mêmes pour avoir de vraies fonctions périodiques. Bon, c'est un peu ça. Je n'ai pas su dessiner, donc c'est un peu ça. Donc en fait, si je prends une surface, par exemple, donc ça sera une copie de ça. Donc il y aura des copies en translatant avec t ou avec n fois t. Donc vous aurez toujours que pour une fonction périodique, vous aurez toujours a plus nt, ab plus nt de f, c'est le même que l'intégrale de a à b. C'est la même surface, c'est une copie. Donc une copie, ça c'est de a à b. Donc ça c'est a plus t, b plus t. Et c'est la même si c'est a plus 1000 t, b plus 1000 t. C'est-à-dire même si je translate, et ça c'est la même surface. C'est la même surface à laquelle on fait des photocopies. Donc encore plus, si je vois ça. Donc si vous avez, voilà, donc je vais encore dessiner comme ça des périodes. Vous voyez ça. Donc de 0, disons de 0 à t, ça c'est une surface période. Une surface période. Donc totale. Si vous la commencez ici, de A, cette surface-là, pour compléter cette surface période, vous aurez besoin de ce morceau-là. Et là, cette surface-là, ça sera la même que cette surface période de 0 à t. Ça, c'est de 0 à t. Et ça, c'est de A à A plus t. C'est la même distance t. Ça, c'est de A à A plus t. Donc, cette surface-là, ça sera la même si vous translatez donc d'un t comme ça. Donc, si vous translatez par un A, pas par un t. C'est-à-dire, vous avancez par un A comme ça. Et là, vous devez juste conserver la longueur. Donc, il y a deux aspects dans la périodicité. Il y a une surface entre A et B, donc elle sera la même translatée. Mais ici, c'est pas ça. C'est une surface de longueur T, elle sera donc la même, peu importe les bornes. L'essentiel, la longueur, c'est égal à T. C'est-à-dire, de A à A plus T, de F, ça sera la même chose que de 0 à t. L'essentiel de la longueur, c'est t. Une surface de longueur t, ça sera la même, quelles que soient les bornes. L'essentiel de la longueur est égal à t. Donc, et ça, c'est prouvé, bien sûr. Après, avec des primitives, il y a la primitive grand F. Vous la voyez lorsque f était périodique. Alors, elle est nt périodique, bien sûr. Et là, lorsque vous dérivez fx plus nt moins fx prime, le grand fx, et là, vous trouvez donc 0. Donc, toujours, vous aurez donc, le fx plus nt moins fx qui est égal fnt moins f0, etc. Et là, vous aurez toujours donc ces égalités, elles seront prouvées, donc en intercalant des points, etc. L'essentiel que finalement, donc, on arrive à prouver ces résultats-là.
Donc très bien, donc avec donc cette intégrale. En fait, on pourrait le vérifier comme ça. On pourrait le faire de cette façon-là. Cette égalité-là, de A à A plus C, on pourrait la faire comme ça, c'est-à-dire, au lieu de l'écrire avec les primitives, on pourrait le faire comme ça. Donc, de la façon suivante. Je pourrais le faire comme ça. Donc, je pourrais, parce que moi, je veux me ramener à 0 à t, de 0 à t. Donc là, je fais ça. J'ai le A plus t. Comme j'ai dit, ça c'est le A plus t. Qu'est-ce que je fais? Je fais la chose suivante. J'intercale, j'ajoute 0A, j'enlève 0A. Voilà, c'est le 0A qui monte ici. Et puis, ce bout-là, je dis que c'est, donc, je fais de A à T, voilà, plus, et ça devient de T à A plus T. Voilà. Donc, plus de 0A, F moins 0A, bien sûr F. Voilà. OK? De 0 à A de F, ça c'est de 0T. 0T de F. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste T A plus T. Mais nous, on a dit que, donc là, le T ici, c'est 0 plus T. C'est-à-dire c'est comme si de... donc A ici, c'est 0. Donc ici, ça, c'est un 0 plus T. Donc A ici, c'est 0 ici. Et ce petit A ici, c'est le B ici. Donc là, c'est égal. Là, c'est exactement égal, parce que plus T, donc là, c'est égal de A à B. Ici, c'est-à-dire de 0 à A, de F. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste moins 0 à A de F. Et voilà. On pourrait faire comme ça, avec des relations de Chasles, juste en utilisant ça. C'est-à-dire, on pourrait montrer ça avec les primitives, et puis l'utiliser pour les autres propriétés. De même pour la propriété de A plus NT, c'est-à-dire que ce sont juste des méthodes de démonstration. Donc, juste des méthodes donc pour le prouver, juste des écritures. Mais aussi ici, vous pouvez intercaler le A plus T, plus A plus T, A plus de T, etc., jusqu'à le A plus, disons, N-1T, jusqu'à A plus NT, F. Et là, on sait que, donc, on sait que chacun de ces morceaux est égal de 0 à T, comme ça. Donc, A plus T, A plus de T. Donc, en fait, c'est encore égal de 0 à A plus T, mais plutôt de A à A plus T. Mais c'est encore égal à A plus T, donc, etc., et ça va faire n fois le morceau, le morceau de 0 à A. Voilà, parce qu'on a ici de A plus NT, donc A plus T, A plus T, A plus de T, et là, on applique plusieurs fois cette propriété. Donc, plusieurs fois, on applique cette propriété. Très bien, et on trouve n fois de 0 de f. Donc, on peut le montrer par plusieurs méthodes. L'essentiel est de mémoriser ces propriétés, juste au cas où vous rencontrez une fonction avec des propriétés particulières comme la parité, la périodicité, donc la parité, etc. Et là, vous pouvez utiliser des propriétés comme ces propriétés-là. Donc, une partie très importante maintenant qu'on doit vraiment souligner, c'est la partie intégrale avec borne variable. Donc, comme on a défini l'intégrale ici avec la borne x, on va développer cette définition pour définir une intégrale très importante dans le cas pratique, on étudie ce genre d'intégrale, c'est l'intégrale avec des fonctions en borne. Donc avec borne, on dit avec borne variable. C'est-à-dire qu'on va définir une fonction qui a x associé. Au lieu, ça associe de a à x comme ça, de petit f. Petit f, une fonction continue ici, petit f de t dt. Mais ici, on va mettre des fonctions u de x, v de x. Donc là, on va mettre des fonctions. C'est-à-dire les bornes vont bouger en fonction de x. Ce qu'on dit, c'est soit i et j deux intervalles, d'intérieur non vide bien sûr comme d'habitude, deux intervalles non vides et non réduits à un singleton, u et v, deux fonctions, u et v, deux fonctions allant de i vers j. C'est très important, allant de i vers j. Et là, elles sont de classe, et là on va voir de classe, c'est-à-dire à chaque fois elles ont avancé de classe. La classe des zéros, je rappelle, ce sont les fonctions bien définies. La classe des zéros, c'est pas
classe donc, qui contient plusieurs propriétés, c'est juste les fonctions définies. Après, la classe C0, c'est la classe des fonctions continues. La classe D1, c'est la classe des fonctions dérivables. Et la classe C1, c'est la classe des fonctions dérivables avec dérivée continue. Donc, U et V avec telle propriété. La propriété d'être définie, ou la propriété d'être continue, ou la propriété d'être dérivable, ou la propriété d'être de classe C1. Chaque type de propriété pour U et V, il va entraîner des résultats, comme vous le voyez dans la proposition. Donc, elles sont de classe telle sur I. Et F de J à valeur dans K, réel ou complexe, l'essentiel qu'elle soit continue. Donc, ce qu'on demande à F, c'est d'être continu. On demande à F d'être continu, sur J, bien sûr. Sur J. Donc, on définit quoi? On définit ce qu'on vient de dire ici, c'est la fonction grand G allant, le x il vient d'où? Le x il vient de I. Donc, allant de I à valeur dans K. C'est la valeur de l'intégrale qui est obtenue finalement. Qu'on obtient finalement pour chaque x, ça donne cette valeur. Bien sûr, c'est une valeur qui dépend de x, qui dépend a priori de x. Donc, c'est la fonction grand G de x, donc une intégrale qui dépend de borne u de x, v de x, avec donc où u et v sont des fonctions telles que ça. Sont des fonctions, donc on a dit, elles sont ou bien des zéros, ou bien définies, ou bien continues, ou bien dérivables, ou bien de classe 1. L'essentiel, qu'on a une fonction comme celle-là, alors notre fonction grand G, elle va hériter ses propriétés. Elle va hériter exactement ses propriétés. Les propriétés de U et V. Ce qu'on demande à F d'être continu. Ça, c'est une propriété qu'on n'a pas changée ici. F est continu, on lui demande d'être continu. Et puis, on dit que G va être, et elle va être définie, continue ou dérivable, ou C1, selon les propriétés de U et V. Pourquoi? Et dans le cas dérivable, on a une formule. Donc, on va juste écrire donc, les lignes de la preuve, bien sûr, qui sont écrites donc, dans votre cours, mais juste on va un peu les expliquer et là, tout va être clair. Lorsque vous écrivez votre intégrale, on a bien dit que l'intégrale de a à b de petit f est égale à grand f de b moins grand f de a, avec grand f est une primitive de petit f. Et là, on va dire soit grand f est une primitive de petit f, puisque petit f est continu sur J. Donc, admet une primitive, sûrement une primitive qui s'appelle grand f ici, et qui est de classe 1, bien sûr. Du moment où on la dérive, donc on la dérive, on trouve petit f. Donc, les primitives de petit f sont toutes de classe 1. Donc, finalement, je vais dire que l'intégrale de u de x à v de x de petit f de t dt, ça va être exactement grand f de v de x moins grand f de u de x, avec grand f primitif. Et ça, c'est g de x. Donc, finalement, c'est quoi? Ce sont des composés, finalement. Donc, finalement, grand G n'est autre que grand f rang v moins grand f rang u. Donc, finalement, votre grand f et C1 est classe C1. Et si V est bien défini allant de I vers J et grand F est bien défini sur J, ça y est, cette composée est définie. De même pour cette composée, si U est défini sur I. Maintenant, si V est continu sur I, alors avec F est continu sur I, alors sur J plutôt, alors la composée, elle sera continue sur I. De même, la composée F rang U lorsque U est continu. On avance pour la dérivabilité de même. Si V est dérivable sur I et elle est à valeur dans J, et grand F est dérivable sur J, elle est déjà dérivable grand F. Ce n'est pas une propriété qu'on lui donne, elle est dérivable grâce à la continuité de petit f. On l'a dit, grand f est déjà de classe C1 sur J. Donc grand f est dérivable sur J, ça y est, la composée est dérivable, de même lorsque petit u est dérivable. Donc tout sera dérivable. Encore plus, si votre fonction petit v est classe C1, composée avec une fonction de classe C1, ça y est, de classe C1. De même, si votre fonction petit u est de classe C1, composée avec grand f de classe C1, elle est de classe C1. L'essentiel toujours est que u soit, c'est-à-dire invariable dans i à valeur dans j, pour que les valeurs données par u et v soient bien acceptées par grand f, c'est-à-dire soit dans j. Très bien. Maintenant, la composée, elle sera selon alors les classes prises par u et v. Et dans le cas dérivable, une simple dérivée de composée, donc, ça sera V' fois F' rang V, moins U' fois
grand f' en U. Et là, ça sera exactement V' fois petit f rond V moins U' fois petit f rond U. Bien sûr, vous mettez x, donc la variable x comme c'est écrit devant vous. On la retient généralement sous cette forme, cette formule. On écrit UV comme ça. On sait que ce sont des fonctions, hein, juste pour retenir. On dit que c'est V' fois f rond V moins U' fois, comme ça, f rond U. Juste pour retenir la formule. Hein. On l'écrit souvent comme ça pour la retenir. Donc c'est ça la formule. La formule, très bien. Donc si je pose encore d'autres questions, si U et V étaient de classe C2, est-ce qu'on pourrait dire que grand G est de classe C2? Non, on ne peut pas le dire parce qu'a priori, grand F est de classe C1. Parce que petit f est juste continu ici. Ah, mais si encore petit f dans un cas pratique, c'est-à-dire si dans la pratique, petit f était par exemple de classe C1. Ah, alors sa primitive grand f, elle sera de classe C2, parce que finalement, grand f' égale petit f, et là vous aurez que petit f est de classe C1 par exemple, donc sa primitive grand f, elle sera de classe C2. On sait que les fonctions et ses primitives se suivent de classe comme ça. C'est-à-dire, on a toujours que lorsque f est de classe Cn, sa dérivée fkm est de classe Cn-k, comme ça. On l'a toujours comme ça. Et puis, et vice-versa. Si la dérivée fkm est de classe Cn-k, à l'origine, petit f sera de classe Cn. Donc ça, c'est une règle générale pour les classes. Donc ça, c'est en général pour les classes. Très bien. Donc concernant ce qu'on disait maintenant, donc si U et V étaient de classe C2 et si F est de classe C1 par exemple, alors cette fonction grand G sera de classe C2. C'est grâce à la composée, c'est-à-dire vous la traitez comme composée. Dans le théorème, donc la proposition, on est juste avec le cas général petit f continu, on demande, c'est-à-dire le minimum à petit f d'être continu, et là, on a grand f de classe C1. Donc ici, notre limite, c'est la classe C1. Mais je vous donne cette idée, dans le cas pratique, si vous avez petit f et les deux classes encore plus grande que la classe C0, c'est-à-dire de classe C1 ou autre, et encore U et V, elle dépasse la classe C1 U et V, et là vous pouvez traiter c'est-à-dire étudier cette composée et voir à quelle classe elle peut arriver. Peut-être bien que petit f est de classe C infinie, et là, U et V sont de classe C infinie. Et là, les composés seront de classe C infinie et cette grand G sera de classe C infinie. C'est-à-dire, on peut le voir selon le cas, la situation pratique, et on peut en tirer des conclusions sur la classe de cette fonction avec borne variable. L'essentiel est qu'on comprend que c'est une fonction à borne variable. Donc l'exemple est un exercice. Donc on vous donne à titre d'exercice une fonction, et là, il n'y a pas dans cet exercice, il y a une somme de fonctions avec borne variable, mais il y a une seule. Bon, c'est un exemple, hein. C'est-à-dire vous pourrez avoir deux bornes qui varient, ou bien une seule, et c'est la même chose finalement. C'est-à-dire vous les traitez d'une façon analogue, c'est le même traitement qu'on fait. Donc ici vous voyez que première chose qu'on demande est de déterminer donc le domaine de définition. Et puis justifier la dérivabilité sur ce domaine. Si on le fait en une seule fois, on va dire ça. Donc on va dire la chose suivante. Donc je le fais pour Arcos et puis je pourrais mettre respectivement pour le arcsin racine de t. Comme ça, Arcos racine de t. Donc on va dire ça. On va dire, si on regarde le 0 cos carré, le 0 cos carré il arrive où? Donc cos carré x est défini et dérivable sur, parce qu'on nous demande juste la dérivabilité, c'est pour ça que je m'arrête à la dérivabilité, hein, est dérivable sur R. Et 0 cos carré x, c'est-à-dire tout le segment, est inclus dans 0. Au maximum, cos carré, il arrive à la valeur 1. Donc, le 0 cos carré est en totalité inclus dans 0,1. Donc, et ma fonction, et la fonction qui a été associée, vous pourrez commencer par racine, hein, donc qui a été associée racine t, et continue, on ne demande que la continuité à la fonction à l'intérieur. On ne demande que la continuité à la fonction qui se trouve à l'intérieur.
Donc ma fonction qui a été associée à racine t, eh bien continue sur, sur R+, en particulier sur 0,1, à valeur dans 0,1. Racine, elle transforme 0,1 en 0,1, elle le laisse invariant, à valeur dans 0,1. C'est-à-dire racine t appartient à 0,1 lorsque t appartient à 0,1. Ça y est, et encore, et arc cos et continue, comme on a dit, on ne demande que la continuité, et continue sur 0,1. Ça y est, t associe arc cos racine t et continue sur 0,1 fermé. C'est-à-dire, elle est continue là où les valeurs 0 cos carré arrivent. Donc, là où les valeurs arrivent. Très bien. D'où, donc, la fonction qui a x associe 0 cos carré x, arc cos racine t dt, est définie et dérivable, parce que ça, on a dit la définition des dérivabilités, donc est définie et dérivable sur, donc, sur quoi? On arrive, donc on revient dès le début sur R. Parce que finalement, pour tout x réel, ça donne des valeurs qui sont bien acceptées par la fonction à l'intérieur. Donc finalement, c'est défini et dérivable sur R. Il n'y a aucun empêchement sur R tout entier, parce que ça donne des valeurs bien dans 0,1. Donc ici, je pourrais écrire de même pour arc sinus, parce que c'est la même étude. 0 sin carré, il est dans 0,1 pour tout x réel, etc. Donc df est égal à R. De même pour la fonction qui a x associé, intégrale de 0 à sin carré, x de arc sinus racine t dt. Ok? Donc en fait, le domaine de définition c'est R et f est même dérivable sur df, u égale à R, qui est égal à R. Très bien. Donc parce que c'est grâce à la dérivabilité, dès le début c'est grâce à la dérivabilité de u et v. Donc ici, on a fait la dérivabilité de cos carré. Très bien. Donc la formule, elle donne la chose suivante. F', donc on nous dit de calculer F'. Ah non, avant, on nous dit de montrer que f est pair et périodique. Bon, on suit les questions. F est pair et périodique. Bon, vous voyez le calcul. Donc voilà, le domaine est symétrique. Et puis le domaine aussi est stable par translation, donc par la translation de n'importe quelle période. Mais donc f de moins x, donc voilà. Donc ici, les moins x, vous ne les voyez pas à l'intérieur parce que cos carré, elle absorbe le moins, sin carré aussi. Donc rien ne change et les bornes absorbent le signe moins. Encore la périodicité, on cherchera la période, c'est-à-dire la plus courte période. Et ici, vous voyez qu'avec le carré, vous pourrez faire cos x plus pi et sin x plus pi, c'est-à-dire le carré, il absorbe le signe moins. Et là, vous pourrez dire qu'elle est pi périodique. Parce que vous calculez, vous trouvez cos carré x plus pi, c'est égal à cos carré, et sin carré x plus pi, c'est égal à sin carré. Donc les calculs sont faits ici. Donc c'est juste, c'est-à-dire les calculs n'entrent pas dans l'intégrale, elles touchent juste la borne. Donc, si vous faites f de moins x, et ça, tous les calculs, ils seront sur cette borne. C'est cos carré moins x, mais finalement, il y a le moins qui sort pas du cos carrément. Mais, donc ici, il y a le sin qui fait sortir sin et moins, mais le carré l'absorbe. Sin carré moins x, en principe c'est moins sin, mais avec le carré, ça l'absorbe. Et ça, donc arc sin, racine t dt, et là c'est égal, donc et là c'est égal, justement c'est égal f de x une autre fois, parce que ici ça c'est cos carré x, et ici ça c'est sin carré x. De même, lorsque vous faites plus pi, vous trouvez les mêmes. Donc fx plus pi, c'est égal fx. Donc pi périodique et pair. Troisièmement, le f'. Je reviens donc comme on a fait dans la première partie, on a dit elle est dérivable, et puis je reviens à la formule et je dérive comme la formule qu'on a fait maintenant dans la proposition précédente. Donc dans la proposition précédente, ce qu'on fait, c'est la chose suivante, c'est donc dériver les bornes et puis faire f en v, f en u. C'est-à-dire, on va faire ça. Donc, petit f' est égal, je dérive cos carré, donc c'est moins 2 cosinus x fois sinus x, ça c'est dérivé de cos carré, fois arc cos de racine cos carré x. Donc,
donc plus, ici c'est plus, donc plus, de la même façon, 2 fois, donc cos fois sin x, c'est-à-dire je dérive sin carré, fois arc sin racine de sinus carré x. Voilà, on a dérivé. La borne 0 ici, tu peux, c'est-à-dire dire moins 0 prime, mais c'est égal à 0. Hein. C'est pour ça, elle ne figure pas. Donc dans chaque intégrale, on ne dérive ici que la borne supérieure, parce que la borne inférieure est une constante. Donc les u de x et v de x ici sont une qui est constante et l'autre qui varie. C'est-à-dire 0 cos carré. On a ici 0 cos carré. Donc vous avez 0 cos carré ici, 0, vous dérivez, vous trouvez 0. Donc très bien. On continue. Voilà. Bon, si je simplifie un peu, il y aura ici le sinus de x qui peut sortir en facteur. Si on simplifie un peu. Et puis il y aura, ici c'est arc sin, racine sin carré. Donc c'est arc sin de valeur absolue de sinus. Et là, moins arc cos de valeur absolue de cosinus. Très, très bien. On ne peut pas donc enlever les valeurs absolues jusque-là. Donc il faudra, en fait, donc réfléchir à simplifier les domaines. Et là, on a la périodicité et la parité. Donc plutôt la parité. Donc la parité et la périodicité, on pourrait alors réfléchir à réduire le domaine d'étude. Donc pour réduire le domaine d'étude, si on a deux facteurs comme parité et périodicité, donc par la périodicité, il vaut mieux ne pas penser à un domaine d'étude de genre 0π. Parce qu'ici, on ne pourra pas le diviser par parité. Si on a deux, pour ne pas perdre une propriété, on peut dire que donc, par périodicité, on étudie sur, par exemple, en fait pas par exemple, je choisis un truc centré en 0, de longueur pi, de longueur période. On dit par périodicité, donc on choisit de travailler sur moins pi sur 2, de longueur période, de longueur pi. C'est, voilà, donc. Et puis on dit par parité, et par parité, on étudie sur 0 pi sur 2. Donc, lorsque vous avez deux propriétés sur une fonction, comme périodicité et parité, pour ne pas perdre la propriété de périodicité, par exemple, ne choisissez pas donc, un domaine d'étude du genre 0π. Bien que ça soit donc de longueur pi, c'est-à-dire que c'est correct d'étudier sur ce domaine d'étude, mais en fait, ça vous fait perdre la parité, parce que comme ça, vous n'allez pas utiliser la parité. Pour utiliser la parité avec la périodicité, pensez à trouver donc un domaine de longueur période, mais qui soit centré en 0, pour après encore le diviser par parité, ou bien par imparité si c'est impair. C'est-à-dire l'essentiel de penser à utiliser les deux, pour encore plus de simplification. Donc une fois on étudie sur 0 pi sur 2, ça permet de faire des trucs. C'est-à-dire 0 pi sur 2, ça c'est très génial, le 0 pi sur 2, on est sur ce quart. Donc on est ici, sur ce quart de cercle. Et là, sinus est positif, cosinus est positif. Déjà, ça élimine une valeur absolue. Mais encore, on a le arc sin du signe. On sait que arc sin du signe n'est égal à x que dans le cas où x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Et on sait que arc cos de cos n'est égal à x que si le x appartient à 0 pi. Et là, on peut alors faire ces deux, c'est-à-dire donc simplifier ces deux expressions-là parce qu'on est sur 0 pi sur 2. Donc on l'écrit, je rappelle, donc je fais le rappel, arc sin de sin θ n'est égal à θ que si et seulement si θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Ça, on l'a vu bien sûr lorsqu'on a étudié ces fonctions-là au chapitre numéro 1. Et arc cos de cos θ n'est égal à θ que si et seulement si θ appartient à 0 pi. Très bien. On est, ici on a x pas θ, x appartient à 0 pi sur 2. On a bien dit, le sinus x est égal à sa valeur absolue, car
sin est positive ici, et le cosinus aussi est égal à sa valeur absolue, car cosinus est positif aussi sur cette partie-là, sur cet intervalle-là, et encore, et arc sin du sin x va être égal à x, et arc cos de cos x va être égal à x. Très bien, ça y est, implique, je reviens à l'expression de f' de x, la voilà, et c'est égal à 0. Donc, pour simplifier finalement pour simplifier cette expression de f, donc c'est très bien de trouver que f' égale à 0 parce que ça donne que f est une constante. Donc, ça c'est sur 0 puis sur 2. Hein, implique que f est constante. Bon, la constante sera la même sur tous les intervalles parce que finalement, on sait que f est continue. Donc après, par périodicité et par parité, donc elle sera la même sur tout intervalle. On sait qu'une fonction continue, elle peut pas prendre une constante différente sur chaque intervalle. Elle ne peut pas prendre des valeurs constantes différentes sur chaque intervalle. Donc si elle est constante sur chaque intervalle, forcément par continuité, la constante est la même. Voilà. Donc très bien. Donc ici, bon, l'idée d'utiliser pi sur 4, exactement pi sur 4, donc on revient à f de x et on choisit la valeur la plus simple pour calculer la constante. C'est 0 cos carré de x, arc cos racine t dt, plus arc, plus intégrale 0 sin carré, arc sin de racine de t dt. Et là, on va dire, voilà, si la valeur la plus simple, je la considère, ça sera f0. Avec f0, par exemple, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de arc cos racine, plus 0 à 0 ici, ça va être éliminé. Donc, on fera de 0 à 1 arc cos racine. On pourra le faire par changement de variable. On le connaît, le changement de variable, depuis donc les primitives, on peut le faire, bien qu'on va le réviser encore après, mais on peut le faire ici, arc cos de racine, dans le cas... dans ce cas-là, de 0 à 1. Mais on peut chercher plus simple. Plus simple sera d'utiliser arcos plus arcsin, parce qu'on sait que arcos plus arcsin, la formule connue, ça doit être connu, arcos plus arcsin est égal à une constante. Vous vous souvenez que arcos plus arcsin est égal à une constante. Déjà parce que lorsqu'on dérive, la dérivée de l'une, c'est moins la dérivée de l'autre. Vous les connaissez, la dérivée de arcsin, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. La dérivée de arcos, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc finalement, c'est une constante. C'est égal exactement à pi sur 2. C'est-à-dire cette constante, si vous l'oubliez, vous pouvez tester en n'importe quel point. Donc vous pouvez le tester en n'importe quel point. Donc si on va chercher ici encore, pourquoi quand est-ce qu'on pourra utiliser ça? C'est lorsque ces intégrales sont unifiées pour donner accès à cette somme à l'intérieur. Parce que les bornes ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas unifier l'intégrale. Sauf si les bornes deviennent les mêmes. Donc quelle valeur donnera le même cos carré et le même sin carré? Il n'y a pas une autre valeur que le pi sur 4 qui donne le même cosinus et le même sinus. Donc finalement, si vous écrivez f pi sur 4, donc ton fx sera égal à f pi sur 4 parce que f est constante. Mais f pi sur 4, il donne exactement, ici avec carré, ça sera racine 2 sur 2 au carré. Donc 1 demi. C'est racine de 2 sur 2 au carré. De arc cos racine t dt plus, ici aussi c'est 0 1 demi, arc sin racine t dt. Donc 0 1 demi, 0 1 demi, ce qui est égal à de 0 1 demi, de qui? De pi sur 2, lorsqu'on regroupe dt. Très bien, c'est pi sur 2 fois 1 demi, c'est finalement pi sur 4. Ah, f de pi sur 4 est égal à pi sur 4. Très bien, implique f de x égale à pi sur 4. Mais en fait, par périodicité, par parité, elle sera égale à pi sur 4 sur tout R. Donc ici, elle est égale à pi sur 4 en fait sur 0 pi sur 2. Et f est pair, c'est-à-dire f de x sera égal à pi sur 4 sur moins pi sur 2, pi sur 2, puis, et f est périodique, et pi périodique, et la pi périodicité, donc elle étendra la valeur pi sur 4 sur tout R. D'où f égale à pi sur 4 sur R. Voilà, donc finalement, c'est ça la valeur de f, la simplification de f, et f égale à pi sur 4 sur tout R.
Comme ça, donc, on a terminé alors la partie 2 aussi de votre cours, en attente de la partie 3 qu'on publiera, Inch'Allah, la semaine prochaine.